Bonjour à tous, une nouvelle décennie vient de débuter. Sera-t-elle la dernière de l'espèce humaine? Si la question peut prêter à sourire, j'ai l'impression qu'elle fait rire de moins en moins de monde. La problématique mondiale majeure de cette décennie sera de réduire l'impact de l'homme sur l'environnement. Factuellement, il faudrait à l'humanité 2 planètes Terre pour subvenir à nos besoins actuels. C'est à la fois beaucoup trop et à la fois pas tant que ça quand on commence à lister nos abus. Quoi qu'il en soit, il apparaît compliqué de trouver une seconde planète Terre, on devrait plutôt envisager de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement. Il y a pour cela 2 leviers, la réduction de notre consommation et l'innovation scientifique. Pour le premier, j'avais fait une chronique il y a maintenant quelques temps sur le sujet, et même si c'est toujours plus facile d'accuser le voisin de polluer plus que soi, je pense que tout le monde doit accorder le plus possible ses actes à ses convictions. Pour le second, c'est justement le sujet de cette vidéo. Il existe des multitudes de projets scientifiques qui nous aideraient grandement à réduire notre impact, et aujourd'hui on va s'arrêter quelques minutes sur l'un des plus prometteurs, la fusion nucléaire. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo explicative de ce qu'est la fusion nucléaire et comment la créer d'un point de vue scientifique. Je vais plutôt l'expliquer brièvement pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce que c'est, en vulgarisant énormément, pour ensuite aborder les conséquences et les mutations que cela engendrerait dans nos sociétés. Commençons donc par le côté scientifique. La fusion nucléaire, qu'est-ce que c'est? Déjà, nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que malheureusement, on a tendance à penser à tort que le nucléaire c'est soit Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl ou encore Fukushima. Pour embellir votre culture générale, nucléaire vient du latin nucleus, qui signifie noyau. Dans le monde scientifique, cela renvoie donc au noyau d'un atome. Littéralement, l'énergie nucléaire est donc l'énergie relative au noyau. Il y a donc 2 façons d'obtenir de l'énergie nucléaire, soit par fission, soit par fusion. On va schématiser. Commençons par la fission. Prenons un gros noyau qu'on décide de casser en 2 plus petits noyaux en lui balançant un neutron. On va dire que le noyau lourd a une masse de 100. Et que les 2 noyaux faisant suite à la fission, une masse de 40 chacun. Il y a donc un écart, un différentiel de 20. Cette masse de 20 sera donc convertie en énergie, selon l'équation très connue d'Einstein mettant en relation masse et énergie. Concernant la fusion nucléaire, c'est un peu la réciproque. Prenez 2 noyaux légers et fusionnez-les pour en obtenir un plus lourd. Imaginons, encore très vulgairement, 2 noyaux de masse 50 chacun, qui s'unissent pour former un noyau de 80. Étant donné que la masse du noyau lourd est inférieure à la somme de la masse des 2 noyaux légers, la différence, en l'occurrence 20 dans cet exemple, est convertie en énergie, et plus précisément en énergie thermique. Le meilleur exemple de fusion nucléaire est le Soleil. Enfin, toutes les étoiles fonctionnent de cette manière, mais attardons-nous sur la nôtre. Chaque seconde, le Soleil fusionne environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en un peu moins d'hélium, et la masse qu'il perd lors de la fusion est convertie en énergie. Globalement, notre civilisation ne maîtrise pas suffisamment la fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Car il faut, grossièrement, recréer les conditions d'un petit soleil pour générer une fusion. C'est-à-dire entre autres une chaleur très élevée, une pression monstrueuse mais également une structure pour encadrer le tout. Je ne vais pas prendre le temps de lister les obstacles que nous rencontrons actuellement et comment nous comptons les contourner, je mettrai quelques liens YouTube de documentaires qui le font très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de maîtriser la fusion nucléaire sur Terre ne viole aucune loi de physique, c'est bien évidemment possible. D'ailleurs, j'ai échangé il y a quelques mois avec une connaissance qui travaille dans une centrale nucléaire et il m'a dit que la fusion dépendait du financement qu'on lui accordait et donc de la volonté politique d'accélérer les recherches. Et il m'a également fait une comparaison en me disant que lorsque Kennedy a évoqué dans son discours en 1961 qu'il voulait aller sur la Lune, les équipes scientifiques n'étaient absolument pas prêtes et les obstacles étaient énormes. Moins de 10 ans plus tard, avec une volonté politique dopée par la concurrence de l'URSS, le premier homme a marché sur la Lune. Donc concernant la fusion nucléaire, la question n'est pas forcément de se demander est-ce qu'il est possible d'y arriver, mais plutôt quand allons-nous y arriver. Je vais également poursuivre cette vidéo en énumérant quelques changements radicaux engendrés par la maîtrise de la fusion nucléaire. La liste n'a pas du tout la prétention d'être exhaustive, déjà car cela prendrait trop de temps, mais surtout parce que la fusion pourrait également entraîner des progrès significatifs que nous ne soupçonnons pas encore. Premier point, la fusion, telle que nous voulons l'exploiter, aura pour carburant de l'eau de mer. Je ne rentre pas dans les détails scientifiques, je mettrai un autre lien dans la description. Et pour vous donner une idée de la puissance potentielle de la fusion, 1 litre d'eau de mer produira autant d'énergie que 360 litres de pétrole. C'est tout simplement monstrueux. La fusion nous permettra donc de produire de l'électricité propre et sans déchets nucléaires. Propre, car tout comme la fusion ne produira pas de CO2, et si les progrès technologiques suivent dans les transports, il n'est pas délirant d'imaginer des voitures, des trains, mais aussi des avions et des paquebots fonctionnant à la fusion nucléaire. Sachant que les transports ont une part extrêmement importante dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, délaisser les énergies fossiles au profit de l'électricité, via la fusion, sera un pas immense dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ensuite, je disais que la fusion ne produisait pas de déchets nucléaires. C'est pas totalement vrai, elle en produit un peu mais seulement des déchets d'une durée de vie de quelques dizaines d'années, c'est-à-dire quasiment rien par rapport aux déchets résultant de la fission. Il est également important de préciser qu'un accident nucléaire tel que Tchernobyl ou Fukushima n'est tout simplement pas possible avec la fusion, pour la simple et bonne raison que contrairement à la fusion ne génère pas de réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'en cas de problème, la pire chose qu'il puisse arriver est que le réacteur s'éteigne. Continuons. Si la fusion nucléaire est viable, son coût devrait être bien moins élevé que les autres énergies. Ainsi, tout un tas d'activités qu'on pensait délirantes ou non rentables, avec la fusion, la donne peut changer. Je pense par exemple à la désalinisation qui permet d'obtenir de l'eau potable à partir de l'eau de mer. C'est compliqué actuellement car cela demande beaucoup d'énergie, mais dans un futur où la fusion est présente, la désalinisation sera mondialement répandue et permettra à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante, de développer l'agriculture et logiquement d'avoir accès à un niveau de vie convenable. Combinez tout cela au fait que les transports seront moins énergivores, c'est-à-dire moins chers, et que l'électricité pour se chauffer ou se climatiser sera également moins chère, il y aura forcément beaucoup moins de population vivant sous le seuil de pauvreté. Après, vous pourrez dire que je suis utopique ou même naïf si vous voulez, mais si l'énergie est universelle et que tout le monde peut satisfaire ses besoins vitaux, il y aura mécaniquement moins de conflits et moins de guerres dans le monde. Bien sûr, on pourra toujours trouver un prétexte pour aller se battre contre le voisin, mais si les ressources vitales ne sont plus limitées, les raisons d'aller faire la guerre seront, elles, limitées. En continuant sur cette lancée, d'un point de vue politique et économique, c'est clairement pas une mauvaise nouvelle que l'énergie, ou les sources d'énergie ne soient plus dans une situation de monopole comme l'est actuellement le monde vis-à-vis du pétrole. On va dire que cela peut aider à redistribuer un peu les cartes dans le monde et éviter à certains pays de se voir envahir et se faire piller ses ressources. Des effets bénéfiques sur le monde, il y en a sûrement d'autres et je vous invite à les mettre en commentaire. Ou même si vous avez également des réserves à émettre, ou que vous imaginez des effets négatifs, exprimez-vous également. Ensuite, dans un futur plus science-fiction on va dire, maîtriser la fusion nucléaire pourrait être une découverte majeure dans l'exploration spatiale. Cela pourrait être une façon de se déplacer beaucoup plus vite dans l'espace et d'élargir de manière quasi exponentielle nos connaissances scientifiques. Imaginez qu'envoyer des navettes exploratrices dans et en dehors du système solaire soit beaucoup moins énergivore. On pourrait alors envisager des opérations d'exploration massive de la galaxie, comparables à l'invention des navires et l'impact que cela a eu dans les découvertes sur Terre. Pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose. Je considère que le progrès scientifique, et plus particulièrement la fusion nucléaire, ne sera pas utile, mais vital dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sans oublier que la fusion nucléaire ne résoudra pas tous les problèmes du monde. L'élevage intensif continuera à encourager la déforestation, et les déchets plastiques de pourrir les océans. Et je dis ça car assez souvent, sur les réseaux ou même dans des débats, on a l'impression qu'il y a deux façons de penser l'écologie et de lutter contre le réchauffement climatique. Soit favoriser les progrès scientifiques, ou soit réduire notre surconsommation. Pour moi, c'est comme si à bord d'une voiture qui roulait trop vite, il y avait une personne qui disait qu'il faut freiner et une autre qui disait qu'il faut arrêter d'accélérer. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi, au lieu de s'opposer, arrêter d'accélérer et freiner en même temps. J'espère que cette chronique vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu et surtout réagir en commentaire. Ensuite je m'excuse pour la voix off mais j'ai pas eu le temps ni l'énergie de construire un décor. Bon allez à la prochaine.